Bonjour à tous, c'est Jack. Je voulais faire une petite vidéo pour expliquer vite fait à ceux qui n'avaient pas trop compris le truc d'info pour le contrôle. Alors, je vais au début juste commencer par faire une espèce de représentation imagée de la chose, parce que je trouve que c'est plus simple à comprendre le programme final si on a compris en gros ce qu'il compose et si on en a une espèce d'image de fonctionnement. Du coup, on va d'abord voir une classe comme un conteneur qui peut contenir des informations. Par exemple, dans un cas concret, on pourrait avoir une carte d'identité. On a, je sais pas, une photo, un nom, un prénom, même plusieurs prénoms. On peut même mettre une liste. On peut mettre une date, un code, j'en sais rien. On peut mettre plein de choses. Et du coup, le but d'une classe, c'est un peu de faire un patron pour dire, ok, on va faire une structure qui permet de stocker une image, un nom, une liste de caractères, une liste de chaînes de caractères. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire ce patron et ensuite faire plusieurs cartes en prenant ce patron. Dedans, il n'y a aucune valeur. C'est comme une équation où il y a des x, par exemple, et des y. Plus 1 est égal à 0, j'en sais rien. Et ensuite, par exemple, on a envie de l'appliquer à un point pour vérifier cette équation. Et bien, on va transformer le x en une certaine valeur et le y en une autre valeur. Mais là, c'est pareil, ça c'est l'équation, et on va rajouter euh, des données pour ces champs qu'on appelle. Du coup, j'ai fait un petit morceau de code pour voir déjà à quoi ça ressemble enfin sous forme de code, parce que souvent on parle blabla, on fait des images et après on parle pas du tout de code. Ben, en gros, l'image de tout à l'heure, c'est-à-dire la carte d'identité, ça ressemblerait à peu près à ça. Alors, d'abord, on va se focaliser sur cette partie du programme. Alors déjà, tout d'abord, bien sûr, pour définir une classe, on met le mot-clé classe. Le mot-clé, c'est qui a une petite couleur différente, vous le voyez bien, souvent c'est def, return, comme ça. Et carte, qui est le nom de la classe. Du coup, on met deux points, on fait un saut de ligne, ça se voit grâce au petit trait. Et du coup, ensuite, on a def. Du coup, en fait, ce qui va être euh, défini dans la classe carte, ça ne va pas être utilisable en dehors de la classe carte. Il faut vraiment voir ça comme une espèce de boîte qui contient des informations ou bien des méthodes. Et du coup méthode, c'est des fonctions, c'est le nom qu'on donne aux fonctions qui sont dans une classe. Et du coup, là par exemple, on a la fonction init que je vais parler, la fonction h que je parlais encore après. Du coup, ce qu'on va faire, on va devoir faire un constructeur. Alors, c'est quoi un constructeur? C'est, en gros, on va devoir dire, par exemple, pour une carte d'identité, les différentes valeurs qu'on va devoir insérer dans le patron pour en sortir une carte où il y a toutes les informations qu'il faut, où il reste pas de variables qui n'ont pas été déclarées. Du coup, pour ça, on utilise le nom init. Alors, il y a deux underscores, hein. Là, c'est juste que c'est pas des tirés, hein, c'est l'underscore du 8. Où il y en a deux, underscore, underscore, init, underscore, underscore, tout en minuscule. Alors ça, c'est un petit mot qui dit que c'est forcément le constructeur. C'est-à-dire c'est une méthode qu'on appelle, c'est-à-dire on va appeler la méthode, on va l'utiliser en gros. Et du coup, dans toutes les méthodes, on les reconnaît bien les méthodes du coup des fonctions de classe parce qu'elles ont self ici. Oups, attendez, je vais prendre une autre couleur. Self. Self, c'est quoi? Alors c'est ce qu'on a, en gros c'est la carte en elle-même. Self, ça veut dire elle-même en anglais. Du coup, ça veut dire que c'est euh, que c'est l'objet. En gros, c'est ce qu'on est en train de parler. C'est la carte qu'on est en train d'appliquer au patron.
Du coup, à chaque fois, on met self. Et ensuite, on dit des champs qu'on aimerait bien mettre dedans. Bon, là, il n'y a pas l'image parce que ça faudrait parler d'image, ce serait plus compliqué. On va juste considérer des cartes qui portent un nom, un prénom et une année de naissance. Bon, en considérant que l'anniversaire est déjà passé. Du coup, ce qu'on va faire, du coup là, c'est des variables qui vont être spécifiées quand on va faire une nouvelle carte. Et je dirai ça tout à l'heure, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait ça? Du coup, on aura le nom, le prénom et l'année de naissance. Alors déjà, c'est important de savoir ce que signifie un point en Python et dans beaucoup de langages de programmation. Un point, ça signifie en gros qu'on va à l'intérieur de quelque chose. C'est-à-dire, si vous considérez par exemple qu'une classe est une espèce de boîte et qu'il y a, je sais pas, un truc dedans, et ben, pour récupérer ce truc, on va faire la boîte, point, le truc. En gros, ça veut juste dire que, par exemple, là, self.nom, c'est-à-dire que nom est dans le self. Et en fait, imaginez que là, juste entre le def et definite et class carte, on aurait mis des valeurs, genre nom est égal à machin truc, prénom est égal à machin truc, je sais pas, et par exemple quelque chose comme nom par défaut, prénom par défaut. En gros, le patron, c'est ce qu'il y a de base dans le patron, c'est-à-dire si on donne pas la valeur, euh, la valeur, et ben ça, le patron ne mettra juste aucune valeur. Voilà. Et du coup, là par contre, à chaque fois on fait self.nom, prend la valeur nom. Et attention, il faut bien différencier. Alors attendez, je vais enlever un petit peu de couleur. Bon, c'est pas grave. On va prendre orange, c'est magnifique. Du coup, ce nom-là, c'est ce nom-là. Et en gros, ce nom-là, ce serait un nom qui pourrait être défini là. Genre, on mettrait nom est égal nom par défaut. Voilà. Et du coup, cette variable qui vient justement d'être créée parce que justement on n'avait rien mis ici, c'est-à-dire que c'est comme quand on crée une nouvelle variable. Mais là, dans le self, il va créer une nouvelle variable qui va prendre la valeur de ce qu'on lui a donné dans le constructeur. Et ça, c'est une convention, souvent, ben, c'est même toujours, on utilise les, euh, les mêmes mots dans le constructeur que dans la classe. Voilà. Bon, il y a certains langages qui ne font pas, mais en Python on le fait. Du coup, on a fait ça pour prénom et pour année de naissance. Et en gros, on va pouvoir faire carte.nom et récupérer la valeur de ce nom. Et prénom, année de naissance, voilà. Après, ce qui est intéressant justement une classe, parce que sinon vous me direz, oui, au pire, on fait des tableaux de valeurs et on enregistre juste les valeurs. Mais là, ce qui est intéressant dans la classe, c'est qu'on peut définir d'autres méthodes que l'initialisation. C'est-à-dire par exemple, âge, pour savoir l'âge de quelqu'un, en juste donnant l'année actuelle. Donc déjà, à chaque fois, il faut mettre self parce que c'est une méthode, c'est une fonction à l'intérieur d'une classe. Et du coup, à chaque fois, il faut mettre self pour pouvoir faire des opérations, par exemple récupérer le nom, le prénom à lui-même. Et parce que ça, c'est un petit peu compliqué, pourquoi est-ce que c'est là. Mais en tout cas, il faut le mettre à chaque fois, il faut juste y penser. De toute façon, si ça y est pas, ça va mettre une erreur et vous verrez bien et vous essayez de mettre self. Voilà. Du coup, l'intérêt d'une telle classe, c'est que après on peut l'utiliser plus tard dans le code. Du coup là, j'ai fait un petit exemple. Par exemple, C est égal carte Garcia Tristan 2000. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on fait appel à cette fonction init par carte. En fait, est égal carte, c'est le nom de la classe, mais du coup, ça fait appel à init. Du coup, le self, c'est vraiment que pour les méthodes de la classe. Du coup, ça le zappe en fait. Enfin, faut le mettre dans la classe, mais ça le zappe. Et du coup, ça va d'abord le nom, puis le prénom, puis l'année de naissance. Du coup, ça initialise bien tout ce qu'il faut. Du coup, là, on a notre carte d'identité C. Du coup, on peut récupérer des trucs dessus.
Par exemple, on prend la variable âge et on lui donne la valeur de C âge de 2019. Du coup, là, ça va injecter 2019 ici, ça va faire 2019 moins 2000 et ça va renvoyer avec return la valeur de 19. Bon, s'il a déjà eu son anniversaire, je crois que c'est pas le cas, mais bon. Du coup, voilà, ensuite on print c.nom qui permet de récupérer la valeur nom dans la carte. 2.âge, voilà. Donc ici, j'ai pris la classe du prof pour FIFO pour donner un exemple de classe un petit peu plus grosse. Du coup, déjà classe FIFO et comment on l'initialise? On met juste self, c'est-à-dire on l'initialise en, sous forme vide, c'est-à-dire on peut pas donner des trucs quand on l'a construit. Si on l'a construit, c'est forcément qu'elle est vide. Du coup, en fait, le prof l'a rapidement expliqué, mais je vais réexpliquer. En gros, FIFO, ça vient de FIFO, First In, First Out. En gros, il faut juste voir ça comme un long couloir, comme ça. Et, mince, voilà, comme ça. Un long couloir où on ajoute, je sais pas, des billes ou quelque chose qui ne peut pas, si, je veux dire, s'il y en a plein comme ça, elles peuvent pas revenir en arrière ou sortir. Elles sont obligées d'attendre que celles qui sont devant elles sortent, en fait. Et c'est ça le truc. C'est-à-dire que le premier qui est rentré, par exemple, si, je sais pas, un ordre de couleur ou orange, comme ça, d'abord on a mis la rouge qui est venue se caler ici, puis euh, la orange qui est venue se caler ici, puis jaune, et la première à sortir, qui est la rouge, sera forcément la première à rentrer. Donc avant toute chose, un petit topo sur les matrices du prof, parce que en fait, contrairement aux matrices traditionnelles, en fait, quand on met I et J, en fait, il faut voir la matrice comme une liste de listes. Du coup là, je sais pas, en vert, on va dire c'est cette liste, virgule, cette liste, virgule, cette liste. Et du coup, quand on fait enfin le nom de la liste comme ça avec I et J en paramètres dans les crochets là, hop. Ce que ça va faire, ça va prendre I, la ligne comme ça, et J, la valeur dans la ligne. Du coup, c'est d'abord comme ça, puis comme ça. Donc ensuite, je vais faire un petit topo sur la classe matrice du prof. Bon, bien sûr, les classes FIFO, matrice, tout ça, il faut pas les apprendre par cœur, il les donnera. Bon, l'intérêt, c'est de comprendre le truc. Du coup, voilà, classe matrice, initialisation, c'est forcément vide. Ensuite, matrice init L. Alors, il dit on considère que des matrices carrées, c'est-à-dire où la largeur est égale à la hauteur, à la longueur. Du coup, initL, c'est une méthode qui permet de créer, de remplir la matrice avec une ligne de nombres comme ça. Du coup, bon, ça prend la racine carrée du nombre total, comme ça permet de construire proprement le carré avec toutes les valeurs. Et donc, ça va créer la matrice à partir de cette ligne. Ensuite, là, il y a deux méthodes pour print, c'est-à-dire afficher. Avec S, c'est juste que ça saute pas de ligne. Et là, ça va être pratique pour les champs qu'on va voir après. Ensuite, matrice dim, ça permet de récupérer la largeur de la matrice. Modifier, ça permet de modifier une certaine valeur, du coup on met IJ pour les coordonnées et V pour les nouvelles valeurs à mettre dans la case. Et ça récupère la valeur qu'il y a dans une case aux coordonnées IJ. Donc ensuite on va parler de ce que le prof a appelé les champs, c'est-à-dire en fait on va avoir une matrice de 1 et de 0, bon je la fais pas très grande, hein. Mais voilà, et en fait, il va falloir la transformer en une matrice en fait de champs. Il faut voir ça un peu comme des boîtes, je sais pas trop comment dire, comme ça, où dedans on enregistre trois valeurs. Donc déjà la valeur 1 ou 0,
comme ça, hop, bon 0 pareil pour là, ici. Ensuite, on va enregistrer la couleur, donc à chaque fois au début c'est blanc, hein. Vous verrez ça plus tard, pourquoi. Et ensuite, le pair, qu'on initialise à -1, comme ça. Bon, là c'est pareil, pareil. Bon, -1, ça n'a pas de sens. En gros, ça veut juste dire cette valeur-là dans la matrice, à -1, mais en fait, on met -1 par défaut, ça veut dire qu'elle n'a pas été visitée, la case. Mais on verra ça plus tard. Donc, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'on transforme une matrice de vulgaire 1 et 0 en une matrice de champs. Alors ici, on voit que le prof, pour faire justement ce petit tour de passe-passe, en gros, il a fait une nouvelle liste qu'il a initialisée vide. Et pour toutes les valeurs de L, en gros, il a append, du coup ça a remplacé chaque valeur, la valeur, il a ajouté une espèce de tableau. En fait, c'est un peu comme une classe, mais c'est vraiment fait à la one again, genre ça prend une ligne. Et surtout, il n'y a aucune méthode associée. C'est vraiment à chaque fois un champ, c'est-à-dire il y a une étiquette accrochée à une valeur, valeur c'est ça, la couleur c'est ça, le pair c'est ça. C'est vraiment un truc tout bête. Voilà. Donc, donc à chaque fois il ajoute ça, et comme valeur initiale, du coup il récupère la valeur qu'il a dans L. Pour la couleur, il initialise toujours à blanc, et à pair, comme j'ai dit, il initialise à -1, -1. Du coup ensuite il recrée une autre matrice, qui re-init L comme ça, comme fait précédemment, et, voilà. Bon, du coup, maintenant on va s'attaquer vraiment au vrai problème, parce que là, depuis le début, à chaque fois, on voyait un peu des trucs utiles pour le problème. Et donc, là, ce qu'on va faire, on va vraiment voir comment fonctionne le problème. Alors, en fait, le but va essayer de trouver le chemin le plus court entre deux points sans passer par les cases 0, parce qu'on commence avec une matrice comme ça, carrée, donc là c'est un 4x4, mais ça fait plus grand, avec des 1 et des 0, et en fait, c'est un peu comme des cases où on peut se déplacer, et les 0, du coup, c'est un peu comme s'il y avait un mur. Du coup, je vais les remplacer en noir, comme ça, là. Hop, hop, et hop. Du coup, là, mince, comme ça. Et donc, par exemple, on va définir un point de départ ici, et un point d'arrivée, j'en sais rien, ici. Donc là, le chemin le plus court, bon, il y en a plusieurs, hein. Ça peut faire soit ça, par exemple, soit ça. Voilà. Bon, et c'est possible aussi que ce soit pas possible, par exemple, si on ait pris ça comme destination, alors qu'on voit très bien qu'on ne peut pas y aller. Ça enverra une valeur nulle de toute façon. Donc en fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va utiliser une FIFO. Donc attendez, déjà, on va séparer. Et on va faire une FIFO, comme ça. Enfin, qu'on représente par une espèce de couloir. Donc déjà, on va ajouter la valeur de départ. Donc par un point comme ça. Et on va lui mettre la couleur noire, que je symbolise par une croix comme ça dans le coin. Donc, en gros, pour les conditions pour qu'un voisin soit accepté dans la prochaine itération, c'est qu'il soit égal à 1, donc que ce soit pas un mur, et qu'il soit de couleur blanche. Donc là, ils sont tous de base de couleur blanche, et donc ça va permettre de ne pas revenir en arrière en fait. Donc là, par exemple, on peut prendre celui-là, celui-là, celui-là. Du coup, les trois là, on les ajoute au FIFO, comme ça. Hop, on les stack comme ça. Et, vu qu'on vient d'utiliser celui-là, ben, il n'existe plus. Et on les met tous en gris. Pour dire, ok, ils sont en recherche. Et donc, pour chaque truc, du coup, on va répéter l'opération. Donc par exemple pour celui-là, bon là il a des voisins non définis et à chaque fois lui il est noir et lui c'est un 0, du coup lui, il va pas faire de nouveaux trucs, il va juste se changer en noir, comme ça. Et par contre ces deux-là, par exemple celui-là il va se propager, je sais pas, en orange, se
propager ici et ici. Et lui, bon, lui, si c'est déjà propagé ici, lui, il va pas se repropager ici, justement. Parce que ça aura mis, celle-là, ça l'aura mis gris, celle-là, ça aura mis gris. Quand ça aura fini son petit tour, ça va devenir un noir. Ça va effacer celui-là. Et ensuite, et c'est là que ça devient important, ça va se mettre à celui-là. Du coup, là, on a, pardon, j'ai oublié de dire, là, on a ajouté ces deux-là. Du coup, hop, hop. Et là, on passe, du coup, là, on vient de supprimer le deuxième bleu. Là, on passe à celui-là. Et là, bon, ben, il n'y a plus rien. Parce que lui, il a déjà été ajouté, parce qu'il est gris. Du coup, il n'y a absolument rien à faire. Il veut juste changer en noir et rester. Ensuite, on refait ça. Et là, on va, donc, par exemple, bon, imaginons que malheureusement, ça commence par celle-là. Ça va rajouter, non, pardon, déjà, ça c'est plus, ça n'existe plus. Bon, à chaque fois, faut bien avoir conscience que la FIFO, elle revient au début, hein. Je le fais par flemme. Du coup, là, ça va ajouter ces trois-là. Bon, ça, on s'en fout, hein. Ça va faire plof, plof, plof. Ça va se changer en noir. Tout cela est gris. Bon, de toute façon, à un moment, on comprend. Comme ça. Et du coup, ça a fait comme ça. Bon, j'ai pas mis partout les flèches, hein. Vous avez compris. Et là, ce que ça va faire, du coup, lui, hop, il va être changé en noir. C'est bon, fini. Et l'autre, il va faire, ok, je vais, ah ben, tiens, c'est celle que je voulais arriver. Du coup, là, on stoppe le programme. On se dit, ok, c'est bon, on a trouvé. Du coup, voilà. Et ce qui est très important, c'est qu'à chaque fois, on a bien pris soin, parce que j'en ai pas parlé, mais on a bien pris soin de spécifier de qui nous venait la propagation de l'information. Par exemple, celle-là, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Non, justement, pardon, ça vient de là, et ça, c'était celui de départ. Du coup, pour retrouver le chemin, bah, c'est très simple. Là, on a celle-là, on récupère le père de celui-là, ensuite on récupère le père de celui-là, et on récupère le père de celui-là, et c'est bon, on a le chemin. Du coup, ben voilà, on a réussi à retrouver le chemin. Donc c'est parti, on va s'attaquer au plus gros, à la plus grosse partie, c'est-à-dire le code. Donc d'abord je vais voir le code du prof. Donc lui il a fait en deux parties avec une fonction traité voisin et parcours chemin. Il utilise traité voisin dans parcours chemin plusieurs fois. Donc d'abord je vais voir traité voisin. Moi j'ai fait un petit peu différemment mais je vous l'expliquerai en toute fin. Donc d'abord, en paramètre de traité voisin, il y a F qui est le FIFO, MG qui est la matrice, et S qui est sur le point, il appelle ça S le point sur lequel on est en train d'étudier. Donc déjà, du coup on récupère la dimension de la matrice. Ensuite, alors c'est ça que je trouve un petit peu pas très, comment dire, pas très intuitif. En fait, il donne des valeurs et ensuite il fait une fonction, une espèce de d'itérateur qui génère les déplacements haut, bas, gauche, droite, en fait. Du coup, il se sert de ça pour faire, pour voir quelle case, vers quelle case je peux aller. Donc déjà, il fait une boucle for, mais avec un while, je sais pas trop pourquoi. Mais bref, en gros, il fait une boucle for, mais bricolée. Donc à chaque fois, les points x, y prennent la valeur en gros de la nouvelle case à étudier. Et ensuite, on regarde déjà si en gros ce x et ce y ne désignent pas un point qui sont en dehors de la matrice. Donc il faut que 0 soit inférieur ou égal à x qui est strictement inférieur à dm. Parce que attention, la dimension est une fois plus grande que les index. Pareil pour y, est très important que, en gros, mg, donc la matrice, point, en gros, on utilise une méthode de la matrice qui est matrice value de xy. En fait, c'est le truc qui permet de récupérer une valeur dans la matrice mg au point xy. En gros, c'est celui qu'on est en train d'étudier et on prend l'étiquette, en gros, val du champ associé et on regarde si elle est égale à 1. En gros, si c'est pas un mur. Parce que sinon, si c'est un mur, ben, ça sert même pas, ça sert à rien de voir.
et on regarde si sa couleur, donc du coup le champ cool, est blanc. Du coup si tout ça c'est bien respecté, on fait ça, sinon on passe à K plus 1. Alors. Du coup là on a, si en gros elle est bien, on insère dans le FIFO, et, la couleur on la transforme en grise, et le pair on lui dit que c'est celui sur lequel on est en train de travailler. Donc ensuite dans le parcours chemin, donc ça c'est vraiment pour lorsqu'on essaie de trouver un voisin. Et ensuite on va utiliser ça là-dedans. Donc ça, il y a MG, donc MG c'est la matrice, c'est toujours la même. SD c'est le point de départ, et SF c'est le point d'arrivée. Du coup, on fait une nouvelle FIFO, donc là vous voyez bien, on fait appel au constructeur mais ça fait vide. Et on lui insère comme toute première valeur SD, donc qui est la départ. Et S est égal SD. Donc ça va être celui qui va prendre la valeur à chaque fois de la dernière valeur du FIFO. Et à chaque fois, on va remplacer S par cette valeur. Donc ensuite, tant que S est différent de SF, en gros, ça veut dire tant qu'on n'a pas trouvé le point final, tant que le point qu'on est en train d'étudier n'est pas le point final, et que FIFO n'est pas vide, parce que si elle est vide, c'est-à-dire qu'on a parcouru tout ce qui était parcourable, et donc qui n'est pas atteignable, genre c'est entre 4 murs, et en fait on peut pas y accéder. Du coup ça va renvoyer quelque chose de nul. Donc là, à chaque fois, S prend FIFO top, et du coup on enlève, du coup on récupère la dernière valeur, on l'insère dans S comme j'ai dit tout à l'heure, et on la supprime. Comme ça, hop, ça décale tout. Ensuite, on calcule tous les voisins de cette valeur. Du coup, vu qu'on a calculé tous ces voisins, ça sert plus à rien. Enfin, on peut plus repasser par cette case. Du coup, on met sa valeur en noir. Ensuite, si du coup à chaque fois ça refait ça en boucle, et du coup ça réalimente le FIFO, et du coup c'est parfait. Ensuite à la fin, du coup, soit qu'on a trouvé la valeur, soit que le FIFO est vide. Si S est égal à SF, c'est-à-dire est-ce qu'on a trouvé, est-ce qu'on a atteint l'objectif, sinon else retourne vide, ça on s'en fout. Si on y arrive, on fait un chemin et on le compile. Donc tant que S est différent de -1, qui est le pair du point de départ, et que vu que c'était le point de départ, il a jamais eu de pair. Du coup, c'est -1, la valeur absurde qu'on a donnée à tous ceux de départ. Du coup, tant que c'est pas -1, on insère dans le chum, c'est le chemin, 0S. Du coup, à chaque fois à S, on reprend la valeur d'avant du pair. On reva en arrière. Du coup. Et, du coup, là, on prend S0, S1. En gros, c'est les deux coordonnées de S. Et c'est celui de pair. Donc ensuite, vu quand il est complètement compilé, on retourne le chemin. Donc après aussi, je peux vous parler de ma méthode. Moi, j'ai fait une question parce que je trouvais que c'était plus visuel. Mais vous pouvez faire juste un tableau de valeurs avec des étiquettes comme le prof. Et par contre, j'ai fait qu'une seule méthode pour trouver le chemin. Donc, juste ce qui diffère, c'est juste que bon, je crée un FIFO, j'ajoute, je mets noir, je récupère la dimension. Mais ce qui diffère vachement, c'est que je fais check en fait. Et en fait, si vous regardez bien, c'est une liste. Enfin, j'aurais pu faire carrément un tableau, mais en gros, c'est une liste de points, mais c'est de vecteurs. Du coup, 0, 1, ça va être ça. 1, 0, ça va être ça. Moins 1, 0, moins 1, ça va être ça. Et moins 1, 0, ça va être ça. En gros, c'est dans le sens d'une horloge. C'est vecteur. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait comme ça? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. En fait, c'est les déplacements.
Et du coup, tant que du coup FIFO est vide, alors lui, contrairement au prof, j'ai pas rajouté la condition si on a trouvé le final parce qu'en fait, je, euh, je return quand je l'ai trouvé. Et du coup, ça stoppe complètement le programme. Et du coup, bon, ça affiche pas la liste, mais on peut l'afficher parce que j'ai mis ça dans une autre méthode à côté. Mais ça, pour le programme, ça va. Et du coup, en fait, à chaque fois je l'appelle cure, lui il appelle S, je l'appelle cure pour current. Souvent dans les langages de prog on utilise cure. Du coup, on récupère celui qui est tout en haut dans le FIFO, comme ça là, hop, on le met dans une variable qui s'appelle cure, et on le supprime. Donc voilà, et pour tout, en fait, ça c'est en gros, quand par exemple on fait for i in. Voilà. Ensuite, pour utiliser tout ça, c'est pas très dur. On crée un point SD 0. Attention, c'est pas une liste, c'est vraiment un tableau. Genre, on peut pas à peine, on peut pas l'agrandir ou le réduire. C'est vraiment fixe. Du coup, c'est un point et SF aussi. Ensuite, DM matrice dim, je sais pas trop pourquoi. Ah si. Ah ok, il fait un insert. Ok, si. Et ensuite, on donne chum, du coup, on attribue la valeur chum PC, le parcours du chemin de MG, SD et SF. Ensuite, on print le chemin, non, on print SD et SF et ensuite le chemin. Bon, voilà. Tous les checks, donc pour tous, add, ça va devenir ce vecteur-là. En gros, de l'origine à ça. Et en fait, on fait tout simplement add est égal cure0 plus move 0, cure1 plus move 1. Et en fait, on ajoute les x et les y, et du coup, on obtient ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus clair, en fait. En gros, bon, là, j'ai l'habitude des autres langages de programmation où on n'a pas le droit d'utiliser des doubles. On peut mettre inférieur à entre avec trois expressions. Du coup, j'ai mis ça and. Voilà. Et, aussi, je le mets là par sécurité, l'autre if, parce que si jamais ça n'existe pas du tout, enfin, ça peut pas se produire, mais c'est vraiment une sécurité au cas où ça essaie de récupérer une valeur qui n'existe pas, qui n'est même pas dans la matrice. Du coup, la valeur, on récupère la valeur de ce truc-là. Enfin, le champ plutôt. Du coup, on va récupérer un champ où il y a la valeur, la couleur et le pair. Et si la couleur de la valeur c'est égal à blanc et que la valeur de la valeur c'est égal à 1, et ben sa couleur ça devient N, le pair ça devient cure, que celui qu'on est en train de, en gros celui-là là, du coup son pair ça les lie comme ça. Et du coup, FIFO, on le met dans le FIFO, voilà, basta. Et if add est égal f, en gros, bah return. C'est bon, on a trouvé. Et là, le programme, eh ben, il est fini. Et enfin, je trouve mon programme un petit peu plus compact. Et, déjà, rien qu'avec les noms, c'est un petit peu plus. Enfin, je sais pas pourquoi il met des S, mais bon, bref. Et je veux dire, il utilise toujours même S pour tout en fait. Du coup, il se mélange un peu les personnes. Et là, j'ai donné des noms pour que ce soit plus clair. Voilà, merci de votre attention. Bonne chance pour l'info. Si vous avez n'importe quelle question, s'il y a une coquille au montage, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, si vous avez besoin de plus d'informations, si je me suis trompé quelque part et que surtout il y a une grosse confusion et que ça arrive à tout le monde, dites-le moi sur Messenger. Bon, je serai peut-être pas super actif, mais demain je le serai. Enfin, bon, si ce soir j'essaierai d'être actif. Mais voilà. Du coup, bonne chance, tout ça, et bonne fin de journée.